Bonjour et bienvenue à l'émission J'aime le communautaire présentée par le regroupement des organismes communautaires de l'Estrie, le ROC. Claudia Fioré au micro avec vous pour cette belle heure du lunch pour vous accompagner aujourd'hui le jeudi 23 septembre. Alors l'émission J'aime le communautaire, je vous le rappelle, c'est une émission qui vise à vraiment vous faire découvrir les ressources communautaires autonome de la région de l'Estrie. Vous parlez un peu des personnes qui sont impliquées au sein des organismes et qui changent le monde un peu à tous les jours. Alors aujourd'hui, nous étions supposés d'avoir la thématique des soupes populaires avec les organismes en fait, la Chaudronnée de l'Estrie, ainsi que le Partage Notre-Dame qui est situé à Granby et la Chaudronnée qui est située à Sherbrooke. Peut-être que vous connaissez la Chaudronnée, mais un empêchement de dernière minute nous a fait en sorte qu'on a changé de thème et peut-être pour le mieux car on est vraiment dans l'actualité aujourd'hui en traitant, en accueillant en fait des personnes impliquées dans la lutte pour une plus grande justice sociale et climatique. Parce que demain, on va en parler, il y a une manif de prévue à Sherbrooke, à Granby et un peu partout au Québec. Le mouvement pour l'environnement reprend de l'ampleur, une chance. Et pour le domaine communautaire, aujourd'hui, c'est Marie-Lou Lépine-Goujon de la Table ronde des organismes volontaires d'éducation populaire de l'Estrie, la TROVEP, qui est avec nous. Et pour le mouvement étudiant, c'est Mathilde Robitaille-Lefebvre, porte-parole pour la SEV, qui est la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, qui, à la dernière minute, ont accepté avec joie d'être avec moi en studio pour cette belle heure pour l'émission J'aime le communautaire. Alors, comme je l'ai dit, demain, le 24 septembre, ça va être une belle journée, malgré que la météo est un petit peu... on s'en fout de la météo, on va sortir quoi qu'il arrive. Donc, ça va être une belle journée. Vous êtes tous et toutes invités à vous joindre à une marche qui va commencer à 13h au Parc Jacques-Cartier et qui va se terminer devant l'Hôtel de Ville. Donc, c'est vraiment tout le monde, vous êtes toute la population de l'Estrie, en fait, est vraiment la bienvenue, même si c'est un peu plus organisé par le mouvement étudiant de l'Estrie, par le milieu communautaire, et on va reparler un peu là, de qui est à la source là, de cette belle marche-là. Rapidement, cette marche-là vise à faire de la pression sur nos gouvernements pour qu'ils prennent des engagements, qu'ils mettent en place surtout des actions concrètes, rapides pour ralentir et ultimement stopper le déséquilibre climatique qui est enclenché par notre activité humaine. Plus on va être nombreux demain, plus nos élus seront conscients de ce que la population exige. Ce qu'on veut, c'est un vrai courage politique en termes de décisions en lien avec l'environnement, des gestes drastiques pour assurer vraiment un futur moins sombre pour l'humanité. Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a affirmé qu'il n'y a pas de temps à perdre ni d'excuses à trouver en termes de changement climatique et de crise climatique. Le rapport du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a sorti en août dernier, vous en avez peut-être entendu parler, un ultime cri d'alarme. Le climat change vraiment vite et c'est aussi le sujet là, de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui a débuté lundi dernier. Ça se déroule à New York. Donc, l'ONU se penche en ce moment même, tout plein de décideurs du monde entier se penchent en ce moment même sur toutes les nouvelles preuves scientifiques, en fait, qu'on a par rapport à cette bataille qui a même été qualifiée comme bataille perdue d'avance. Donc, mon nom est Claudia Fioré-Leduc. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous aujourd'hui pour parler du réchauffement climatique, de l'importance de se mobiliser en cette époque intense, en plus de pandémie. On est encore à pandémie. Alors, bienvenue à l'émission J'aime le communautaire. Claudia Fioré est avec vous pour animer cette belle heure où est-ce qu'on va parler surtout de la crise du climat et de la mobilisation et on va faire des liens aussi pour savoir, pour en apprendre un peu plus aussi
sur comment le milieu communautaire est impliqué dans cette lutte. Donc, je vais prendre le temps de saluer nos invités qui sont avec moi en studio. Alors, je vais commencer par Mathilde Robitaille-Lefebvre de la Sève. Allô, Mathilde? Allô! Hey, merci de m'avoir reçue. Je suis tellement contente d'être ici, là. Ça me fait vraiment plaisir. Et il y a Marie-Lou aussi avec moi de la Trovep. Bonjour Marie-Lou. Allô? Allô. Donc, on va commencer avec toi. On va y aller avec la Trovep. En fait, comme je disais, la table ronde des organismes volontaires pour l'éducation populaire, hein, c'est ça? C'est ça? L'éducation, oui, populaire de l'Estrie. De Oui, l'Estrie. c'est un acronyme de 6 pouces. Oui. Oui, c'est... Mais la Trovep, c'est quelque chose quand même qu'on connaît un peu. Qu'est-ce que c'est, en fait? Ça date des années 80, donc aux alentours des années 1980. On est un regroupement régional d'une quinzaine d'organismes un peu partout en Estrie, puis qui portent sur diverses causes, donc droits des femmes, droit au logement, toutes sortes de causes, droits des chômeurs, puis on fait de l'éducation populaire autonome et de la défense collective des droits pour tout simplement changer le monde, carrément. Oh, c'est intéressant ça. Tu parles d'éducation populaire autonome. C'est quoi de l'éducation populaire autonome en quelques mots? C'est nous éduquer ensemble sur les valeurs citoyennes, la société, mais à partir de la base. OK. Un des principes de l'éducation populaire autonome, c'est que on est expert de nos propres réalités. Par exemple, si je veux m'informer sur la réalité des femmes autochtones, je n'irai pas lire un livre écrit par un universitaire qui n'a jamais vécu de problème lié à ça. Je vais plutôt aller lire du contenu écrit par des femmes autochtones ou tout simplement aller, si par chance j'ai une amie autochtone qui voudrait m'en parler. Donc, c'est vraiment, oui, de s'éduquer ensemble, par la base, collectivement, sur les enjeux de société, sur les valeurs citoyennes. Et puis tous ensemble, oui, transformer le monde, viser une transformation sociale par la population, pour la population. Ben oui, et puis à l'heure où est-ce qu'on est comme un peu envahi d'informations de partout, hein, c'est important de se reconnecter sur les humains, puis je pense que ça, c'est la base aussi de l'éducation populaire, c'est de voir comment on peut s'apporter des trucs entre nous, des savoirs expérientiels plus, puis essayer de faire évoluer nos modes de pensée de cette façon-là. Et c'est quoi les principaux volets, les principaux projets, là? Qu'est-ce qui est sur la table pour vous, là, avant qu'on parle vraiment là, un peu plus là, du thème là, de la journée? Je trouvais ça intéressant de parler de ça, donc... Ça change tout le temps! En fonction de l'actualité, en fonction des besoins, des problèmes qui surgissent, la Trovep est là pour tenter de décortiquer tout ça puis de faire changer les choses. En ce moment, côté éducation populaire autonome, bien évidemment, les élections fédérales qui nous ont tombé sur la tête, mais aussi les élections municipales qui sont en novembre prochain. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Du côté des élections fédérales, d'habitude, on fait une grosse formation. Le gouvernement Trudeau nous a pas laissé le temps. On a fait un rapide... Ça a été rapide, hein? Les élections fédérales, ça a été très court. Donc, on a fait par contre un vox pop avec des candidats partout en Estrie de tous les partis politiques pour savoir c'est quoi leur avis sur des enjeux importants pour le milieu communautaire. Sinon, comme je disais, les élections municipales s'en viennent en novembre prochain. Ouais. On va encore voter. On est chanceux. Mon Dieu, c'est la vie démocratique est en feu. Oui, et la Trovep, on est en train de préparer des formations là-dessus à ce sujet-là parce que les élections municipales, on n'en parle pas beaucoup, hein? On va se le dire, on va se l'avouer. C'est pas mal le palier politique. De plus en plus, par exemple. Oui, de plus en plus, heureusement. C'est tellement important. Ouais. Mais c'est moins concret pour les gens. Puis nous, on fait des formations en ce moment. On est en train d'en créer pour, justement, informer plus les gens sur c'est quoi. Du côté de la défense collective des droits, ça bouge beaucoup aussi. OK. Et... vous savez, avec la pandémie, la société, du jour au lendemain, s'est mise sur Internet. Tout s'est mis sur Internet. Et on dirait qu'on a oublié que il y avait des gens qui n'avaient pas Internet, qui n'ont pas cette chance-là d'avoir ces ressources-là, ni ces connaissances-là. En effet. Et ça vient rajouter encore plus aux inégalités sociales parce qu'il y a des personnes, pour toutes sortes de raisons, elles ne savent pas comment aller sur Internet. Non. Elles n'ont pas les moyens financiers d'aller sur Internet. Donc, on se concentre beaucoup ces temps-ci sur le problème de l'exclusion numérique. Des gens qui sont délaissés par le gouvernement, franchement, parce que tous les services sont rendus sur Internet. Il est plus possible d'avoir des services en personne. Et ça coûte très cher au Québec, hein? Ah oui. Par rapport à ailleurs dans le monde, là? En effet,
à cause de toutes sortes de choses, ça fait en sorte qu'on délaisse une grande partie des populations, encore une fois les populations vulnérables, qui sont complètement oubliées dans ce virage numérique-là. Donc, on travaille très fort là-dessus. On a créé une concertation sur l'exclusion numérique avec la TACA, donc la table d'appauvrissement. Excusez TACA, je vous aime beaucoup, je vais scraper votre acronyme. La table contre l'appauvrissement de l'Estrie. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est nos amis, on les aime beaucoup, on les salue d'ailleurs. La table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie. Je savais que ça allait excusez les amis, on vous aime bien gros, mais il y a tellement d'acronymes dans le milieu communautaire. Oui, donc on travaille avec eux Vous avez créé une concertation, donc, sur le thème de l'exclusion numérique. Oui. C'est très intéressant. Ah oui, on a plein de projets qui s'en viennent là-dessus. Soyez à l'affût. Et sinon, bien évidemment, la justice climatique, on en parle aujourd'hui, c'est un gros dossier à Trovep qui touche tous nos droits, tous les droits sociaux, tous les droits que défendent la Trovep, que défendent l'Action communautaire autonome. On va en parler plus loin, mais oui, un gros dossier en ce moment, un dossier, le mot chaud. Ouais, c'est ça, tristement, c'est le bon mot. Un dossier chaud. Oui, un dossier chaud, en effet. Bien, merci, Marie-Lou. Et je te passe la parole de Mathilde, comme je disais, qui est porte-parole de la coalition, je vais le dire, là, je vais le retrouver en haut de ma feuille, là, la coalition étudiante pour un virage environnemental et social, SEV. Donc, est-ce que tu peux me dire un peu, comment ça a commencé, un peu la mob étudiante en lien avec l'environnement? Bien oui, tout d'abord, ça part de Fridays for Future. C'est un mouvement organisé par la jeunesse qui a vu le jour en 2018. Dans le fond, ça a commencé avec les actions de l'activiste Greta Thunberg, qu'on a vu beaucoup médiatiser. Elle qui s'est assise devant le Parlement avec d'autres jeunes à tous les vendredis. Donc, ensuite, à l'Université de Sherbrooke, il y a eu ensuite le collectif de La Planète s'invite à l'université qu'on a retrouvé un peu partout au Québec. Puis ce mouvement étudiant-là, c'était vraiment de démontrer que la grève, c'est un moyen très sérieux pour emmener justement cette discussion-là de la crise climatique autour de nos paliers gouvernementaux. Donc, ils ont débuté des mouvements de grève pour les manifestations en réponse à l'appel de la manifestation de Fridays for Future. Puis c'est quoi SEV exactement, la coalition? Parce que là, tu me dis, c'était La Planète s'invite à l'université. C'était comme les balbutiements un peu du mouvement. Il y a eu La Planète s'invite au Parlement. On a aussi repris un peu le milieu communautaire avec La Planète s'invite dans le communautaire. Mais là, il y a eu cette coalition-là qui a été créée. Comment ça s'est passé? Oui, exactement. La Planète s'invite à l'université. C'est devenu la SEV, la coalition. Puis dans le fond, la SEV, c'est un regroupement qu'il y a partout au Québec. C'est un mouvement de jeunes, de moins jeunes aussi, du secondaire, du collégial et de l'université. Puis ils font des actions collectives pour une meilleure reconnaissance de la justice climatique par les paliers gouvernementaux. Puis c'est même un des plus gros mouvements sociaux du Québec là, par les jeunes. Là. C'est super impressionnant. Pour et par les jeunes, tu sais. Fait que, exactement. Puis à un moment donné, il y a eu comme c'est ça, vous vous êtes rassemblés au national pour créer comme une forme de cohérence là, dans tout ce mouvement-là qui se passait partout, qui était en effervescence partout au Québec dans les instances. Et toi, Mathilde, c'est quoi ton domaine d'études exactement? Moi, présentement, je suis au baccalauréat en études de l'environnement à l'Université de Sherbrooke en deuxième année. Bon, c'est cohérent tout ça. Et pourquoi? Bien, au-delà là, de ton intérêt marqué pour la cause de l'environnement et tout, d'où ton choix d'études, là, pourquoi tu t'es intéressée à te présenter comme porte-parole cette année pour SEV? J'ai toujours adoré m'impliquer, là, avoir une implication sociale. On dirait que c'est quelque chose qui me motive beaucoup à tous les jours. Juste de me lever le matin, de savoir que j'ai des actions à faire durant ma journée pour ma société, là, ça me donne un petit coup d'énergie. Puis ça me rend heureuse de faire ça. Ouais. Ça me donne un peu un certain but aussi. Là, ça fait du bien. Puis moi, j'ai toujours été conscientisée à l'environnement. J'habite sur le bord d'un lac, mes parents. Puis on dirait que c'est en moi depuis que je suis toute petite. Là, fait que, pour être porte-parole, c'est ça. J'avais le goût de donner ma voix un petit peu à ceux qui n'ont pas la possibilité de donner leur voix, de poser des actions concrètes. Puis j'ai toujours été à l'aise aussi de jaser puis de parler de sujets selon mes connaissances, selon ce que je me suis informée aussi. Fait que c'est bien de mettre de l'avant, c'est ça. Quand on a des talents ou des compétences particulières, de les mettre de l'avant pour cette belle et grande cause. Mathilde, pour revenir un peu avec toi, avec tout le mouvement étudiant de lutte
pour l'environnement, pour stopper le réchauffement climatique qui est en marche. Il y a souvent des thèmes à chaque moment d'action. Et cette année, partout au Québec, c'est « Déracinons le système ». Qu'est-ce que ça veut dire, ce grand thème-là? Oui, c'est ça, c'est un thème lancé par Fridays for Future. Puis déraciner le système, c'est un peu que le système qu'on a en place, c'est vraiment, ça valorise l'élite, ça valorise une classe sociale en particulier qui n'est pas celle qui est affectée par la crise climatique. Fait que le thème de la manifestation, c'est aussi pour représenter le MAPA, en anglais, qui est « The Most Affect People and Areas ». Fait que c'est les personnes les plus affectées par les changements climatiques. Puis c'est les personnes qui peuvent pas s'adapter aux changements qu'ils vivent dans leur région. Fait que cette manifestation-là, c'est justement de les représenter un peu de notre façon. C'est seulement un thème en particulier, mais c'est aussi la justice climatique en général. Donc, on s'entend que déracinons le système, oui, on parle de diminuer, c'est ça, là, toutes les émissions de gaz à effet de serre et tout ça, mais la lutte pour la justice climatique, elle va au-delà de diminuer les émissions des GES. On parle de féminisme, d'abolir le patriarcat, d'être capable de repenser un peu notre système économique, nos modes de consommation. Donc, moi, je l'ai vu vraiment comme un symbole fort, c'est ça, de dire que le système, ça ne fonctionne pas présentement, puis il faut qu'il y ait des changements très concrets puis immédiats parce que c'est maintenant qu'on peut faire le changement. Puis comme tu dis justement, c'est la justice climatique, c'est pas seulement pour le réchauffement global ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça rejoint, OK, il y a du racisme, il y a du sexisme, il y a des inégalités dans nos classes sociales. Tout ça, ça amplifie la crise climatique. Ça rejoint les personnes, ça les affecte. Fait que c'est un peu ça qu'on veut. On veut faire des changements concrets dans le système. Donc, c'est pour ça déraciner le système. Ouais. Puis, on va faire des liens après la pause publicitaire de la mi-de-l'heure. Hein? On est déjà à la moitié de l'émission. Avec comment, justement, tout ce que tu viens de dire, Mathilde, en termes de, que c'est souvent les personnes, qui sont le plus éloignées ou les personnes qui ont fait le moins pour le réchauffement climatique qui vont être le plus impactées par ça. Donc, on va faire le lien avec tout le mouvement de l'action communautaire autonome et comment ça nous concerne avec Marie-Lou aussi, qui est là de l'ATREVEP. De retour à l'émission J'aime le communautaire, Claudia Fiori-Leduc au micro pour parler, entre autres, de la crise climatique, mais entre autres de la mobilisation, de la grande mobilisation qui va avoir lieu demain. Je vous rappelle pour ceux et celles qui n'étaient pas avec nous en début d'émission que demain, à partir d'1h au parc Jacques-Cartier, vous êtes tous et toutes invités à vous y rendre pour une belle marche festive qui se rendra jusqu'à l'hôtel de ville. Donc, fabriquer des pancartes, amener vos enfants, hein, c'est pédagogique demain. Moi, j'y serai avec mes filles avec plaisir. Et donc, tout le monde est vraiment les bienvenus. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, il y a toujours moyen de partager des trucs sur les réseaux sociaux, de sensibiliser votre entourage à la cause du réchauffement climatique. Donc, ma chère Marie-Lou, de la TREVEP, donc de la table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Estrie. En quoi, justement, la lutte climatique, l'environnement, les changements climatiques, la crise climatique concernent les groupes d'action communautaire autonomes? En fait, Vas-y. En fait, l'action communautaire autonome, hein, notre grande mission, finalement, c'est de changer le monde. Ouais. Et nos causes, ils ont souvent une saveur sociale. Donc, on s'implique pour, justement, le droit au logement, le droit à la santé, le droit, l'égalité des genres. Donc, c'est toutes des causes sociales qu'on porte. Caroline, l'environnement, ça touche ça l'affecte, ces droits sociaux-là, ces causes sociales-là. Donc, on n'a pas le choix, en tant qu'organisme communautaire autonome, d'intégrer des revendications climatiques dans nos actions parce qu'on peut plus les dissocier. Justice climatique, justice sociale,
ça s'influe un sur l'autre. Et franchement, tout est dans tout. Faut qu'on se préoccupe de tout ça globalement. Et d'ailleurs, le ROC et la Trovette, on a collaboré notamment avec d'autres organismes depuis quelques années pour faire un colloque sur la justice sociale et la justice climatique. Donc, ça fait plusieurs années, j'ai l'impression que l'action communautaire autonome, on est conscient, que environnement, droits sociaux, c'est entremêlé, puis il faut qu'on fasse face, ça ensemble, tout ça ensemble, faut qu'on milite pour tout ça. Bien sûr. Donc, comme tu disais, c'est imbriqué. On disait avant aussi que la crise climatique, les impacts écologiques risquent de beaucoup plus affecter les personnes les plus vulnérables. C'est des personnes qui côtoient les organismes communautaires. Oui. À tous les jours, même si c'est pas juste les personnes vulnérables, je le rappelle toujours, il y a des gens de toutes les strates des communautés qui font partie des groupes d'action communautaire autonomes et c'est vraiment important que ça reste comme ça. Mais quand même, c'est les personnes qui vivent peut-être dans des petits logements, pas accès à de l'air climatisé, des îlots de chaleur, les déserts alimentaires, la hausse des prix. Oui. On parle juste, de la hausse de l'épicerie. Tout le monde le vit en ce moment. Donc, les aliments. Donc, s'il y a des désastres naturels qui affectent la production des aliments, comment on va pouvoir justement nourrir les personnes qui viennent à notre soupe populaire, par exemple, à tous les jours. Donc, ça concerne le milieu communautaire. Tu parlais du colloque, hein? Je crois que tu venais d'arriver à la Trovep tout juste en poste quand ça s'est passé. C'était en février 2020. Oui, belle entrée dans le milieu communautaire, colloque, et quelques semaines après, pandémie. Donc, t'as tout vécu. Bienvenue dans le milieu communautaire, Marie-Lou. C'était vraiment le fun. Mais en même temps, ce forum-là, ça se voulait vraiment être de l'éducation populaire. Hein. Je me souviens qu'on avait fait vraiment des ateliers très, très pratiques avec les gens qui étaient présents pour leur faire réaliser, parler en fait de certaines réalités mondiales en lien avec les changements climatiques et les injustices liées à ça. Oui. Et ça l'avait fini avec quoi? On avait fini avec quelque chose de commun après ce forum. De magnifique. Le milieu communautaire, c'était une belle entrée en la matière. Ça m'a beaucoup inspirée. On a signé plusieurs organismes communautaires en février 2020, donc le colloque avait eu lieu à ce moment-là, la déclaration en faveur d'une justice sociale porteuse d'une justice climatique. Ouais. Donc, cette déclaration-là, ça dit vraiment qu'on ne peut plus aspirer à une société juste sans qu'elle soit aussi verte. Ouais. Il faut absolument on tend vers un monde meilleur, mais ce monde-là, il va être meilleur pour la société, mais aussi pour l'environnement. Et il faut absolument qu'on intègre des revendications climatiques dans nos actions sociales. En effet. Donc, malheureusement, la pandémie a fait que ça nous a un peu freiné dans la diffusion de cette déclaration-là. Le milieu communautaire, on en a beaucoup sur les bras en ce moment avec la pandémie. Je vous le cacherai pas, c'est un peu difficile, mais on est quand même, ça fait partie de nos réflexions vraiment globales, intersectorielles, de voir comment on peut un peu remettre ça de l'avant. Et je pense que la marche de demain, entre autres, initiée par le mouvement étudiant, avec Mathilde qui est avec moi, la porte-parole de Sève, nous pousse en fait un petit peu à vous nous pousser le mouvement étudiant à faire là, let's go. On agit quand même, on est capable, on se rassemble, on lâche pas nos solidarités. Je crois qu'il y a des levées de cours, hein, même un peu partout au Québec. Oui, on est surpris, mais on n'est pas si surpris que ça. Je pense qu'on s'attendait à ce que les étudiants, les mouvements étudiants un peu partout au Québec embarquent avec nous, embarquent avec Fridays for Future. On a plus de 100 000 étudiants en grève partout au Québec. Juste à l'Université de Sherbrooke, on a beaucoup d'associations qui ont eu le mandat de grève, puis il va y avoir une levée de cours donc le 24 septembre pour plusieurs facultés. Donc, on est vraiment contents de tout ça. Mais je comprends. Moi aussi, j'ai été surprise de voir que ça levait comme ça. Malheureusement, c'est comme si la pandémie, il y a eu un gros moment sombre là, quand la pandémie est arrivée dans tout le beau mouvement de mobilisation. On se souvient du 27 septembre 2019 Exactement. Où il y avait eu une manifestation vraiment historique à Sherbrooke avec plus de 10 000 personnes. Donc, c'était vraiment magique. On avait pu aussi créer des belles collaborations à ce moment-là entre le mouvement communautaire, syndical, le mouvement étudiant, quel autre mouvement qui était associé avec tous les corps de métier en lien avec l'enseignement. En fait, ça avait été vraiment génial. Et là, ça nous avait tous fait mal, hein, la pandémie. Mais là, c'est beau. Ça redonne vraiment espoir, ce beau mouvement-là. Puis, comment ça vous touche, les jeunes, un peu, ou la communauté étudiante, tu sais, directement, cette crise-là?
Oui, bien, quand je pense, quand tu viens de me poser la question, ce que je pense en premier, c'est les étudiants. Ce qu'on étudie, c'est la politique, le droit, la psychologie, l'éducation. Puis tous ces milieux-là sont directement reliés avec l'environnement. L'environnement est relié absolument à tout. Ça fait partie de nos vies au complet. Puis ces jeunes étudiants-là, ça devient les travailleurs qui vont être sur le milieu du travail, qui vont faire partie de la société dans très peu de temps. Puis déjà, puis c'est dire aussi, il y en a beaucoup qui travaillent en étudiant, là, donc c'est déjà en marche. Travailleurs à partiel ou à temps plein, mais ça devient les travailleurs qui vont prendre des décisions pour notre société. Ouais. Puis on est énormément conscientisés depuis qu'on est tout jeune à cette crise-là. On est extrêmement affecté par ça. On a beaucoup parlé, et c'est nouveau, mais de l'éco-anxiété. Ouais. De tous les âges, les gens vivent ça, puis ça apporte même des cas des personnes qui vivent ça psychologiquement. C'est pas facile. Non. Des fois, on essaie de voir, OK, est-ce qu'il y a de l'espoir derrière tout ça? Mais des mouvements citoyens comme ça fait du bien, ça donne de l'espoir, puis on voit réellement que ça apporte des changements, on le ressent, puis on le voit. Fait que c'est pas nécessairement un phénomène nouveau, l'éco-anxiété, mais c'est un peu peut-être le terme ou comment maintenant on le nomme. Oui. On le nommait peut-être pas parce qu'on s'entend que moi, j'ai grandi plus, là, c'était les pluies acides, là, puis c'était comme tout ce mouvement-là, mais on parlait pas d'éco-anxiété là, dans les années 90. Je pense que c'est plus parlé, puis ça a toujours été présent, mais là, ça fait du bien de l'entendre, puis que ça soit discuté, que ça soit analysé aussi. Il commence à y avoir des études un peu sur le sujet, donc Donc, qui est là, c'est quoi un peu l'objectif de la mobilisation de demain? Là? Sur quoi on se base pour se dire là, faut qu'on bouge, là, faut pas qu'on oublie? Oui, bien, tout d'abord, là, on a des faits scientifiques. Les scientifiques sont unanimes que présentement, il faut agir maintenant. Mais on a une incohérence avec ce qui se passe et les actions qui sont prises au travers des divers paliers gouvernementaux, autant municipal, fédéral que provincial. Donc, demain, le but de cette mobilisation-là, c'est vraiment de démontrer que cette incohérence-là, ça ne fonctionne pas. Non. Il faut qu'il se passe des actions concrètes, immédiates, viables aussi, durables pour notre société. Donc, il faut mettre la justice climatique de l'avant. Donc, c'est un peu ça le but de la mobilisation. En introduction, je parlais du dernier rapport du GIEC, des groupes d'experts internationaux en lien avec le climat. On parle là, d'essayer de maintenir le réchauffement à un maximum de 1,5 degré, donc mondialement. Oui. Est-ce qu'on s'enligne vers ça? C'est-tu encourageant? Bien, j'ai trouvé ça beau de voir que, oui, c'est un objectif très difficile à atteindre, mais maintenant, vraiment dans le présent, c'est possible. C'est encore possible. C'est possible, mais il faut agir maintenant. Fait que la mobilisation qu'on a demain, je trouve que c'est justement parfait. On vient de recevoir ce rapport-là. Donc, OK, maintenant, là, on le demande à nos gouvernements. C'est possible de l'atteindre, cet objectif-là. Donc, ça part, là. C'est maintenant. Puis, le rapport, c'est plus de 20 000 études. C'est plus de 800 chercheurs. C'est immense. Puis, ils sont tous unanimes là-dessus. C'est possible encore. D'y arriver. Les obstacles, les principaux obstacles, on le sait que ça peut être difficile d'opérer des grands changements comme ça à l'échelle mondiale. Comment les pays peuvent collaborer en fait ensemble tout en respectant aussi la souveraineté de chacun des États? On s'entend qu'au-delà de l'environnement, il y a des conflits entre plusieurs pays, il y a encore des guerres. Donc, et l'ONU n'a pas le pouvoir, l'Organisation des Nations Unies, malheureusement, n'a pas le pouvoir d'obliger les pays à respecter leurs engagements en lien avec la baisse des émissions de GES. Donc, il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés à ça. Donc, c'est pour ça que des fois, dans les dernières années, il y a eu des belles promesses, mais le Canada, on n'est pas non plus le meilleur modèle en la matière. Mais y a-tu quand même des bonnes nouvelles, tu sais, même si, bon, on sait que les pays tiennent pas toujours leurs promesses. C'est quoi les bonnes nouvelles dernièrement dans le domaine un peu de la lutte au changement climatique, là? Plus localement, ce qui m'a impressionné, c'est un peu tout ce qui est avec GNL Québec, qui présentement a été mis le projet est tombé à l'eau. Grâce à un mouvement citoyen, justement, grâce à une prise d'action.
Donc, la coalition FIOR, là, si je me trompe pas, entre exactement. Il y a autres. eu des pétitions, il y a eu des discussions. Toutes sortes d'actions. Oui, génial. Donc, juste ça donne un beau mouvement d'espoir de voir que quand les gens se regroupent, c'est possible de stopper des projets comme ça qui sont irréalistes pour une société plus viable. Et néfaste à long terme. Là. Ouais, exactement. On a aussi plusieurs bonnes nouvelles. Je pense aussi, il y a eu le boisé de Lennoxville. Je ne sais pas si tu en as entendu parler un petit peu. Donc, c'est une moitié de bonne nouvelle, je dirais. On attend de voir un peu à quel point la zone va être protégée, mais déjà, il y a eu une discussion, puis ça se peut que le terrain soit cédé à un organisme, la Nature Canton de l'Est, qui pourrait préserver puis mettre en valeur le terrain. Oui, il y a plusieurs fronts. Hein? Il y a le front qui est là, notre voisin, notre municipalité, qu'on peut s'impliquer dans des mouvements citoyens. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est quand même plus facile de se réseauter puis de voir, ah oui, OK, il y a une gang qui sont rassemblés pour justement ça, le boisé de Lennox. Il y a des gens qui préféraient peut-être plus dire, non, moi, GNL Québec, où il y avait le pipeline aussi, le projet de pipeline Goldboro. Il y a eu tout un mouvement citoyen qui a été fait à ce niveau-là aussi, qui était un pipeline qui était supposé peut-être, un deuxième pipeline, en fait, qui était supposé de passer peut-être en Estrie. Ça aussi, ça a été abandonné pour l'instant. On a des veilles citoyennes, il y a des gens qui sont impliqués aussi à faire des veilles citoyennes pour s'assurer que des grandes compagnies dans les coulisses refassent pas surgir ce projet-là. Mais il y a toutes sortes, il y a plein de façons, c'est ça, de s'impliquer. Et les mouvements citoyens, c'est ça, on le voit, la pression citoyenne quand même a ses effets vraiment. Plus largement, plus globalement, cette semaine, il y a aussi la Chine qui a annoncé qu'elle arrêterait de construire des centrales de charbon, je crois, à l'extérieur du pays. Ils étaient partis là-dessus. Eux autres, ils trouvaient ça super cool. Donc, c'est bien qu'il ait annoncé qu'elle allait arrêter de faire ça. Il y a Joe Biden aussi aux États-Unis qui a promis qu'elle allait doubler le montant de leur aide internationale envers les pays en développement pour faire face au changement climatique. Mais il faut se rappeler que les États-Unis sont des grands émetteurs de GES. Donc, c'est bien d'aider les pays les moins développés, mais c'est pas à cause d'eux là, qu'on en est là. C'est bien à cause des pays les plus développés, les plus industrialisés. C'est quoi aussi, Marie-Lou de la Treveb, je me tourne vers toi un peu... nos pistes de solutions, les gens qui sont à l'écoute, au-delà là, du scénario catastrophe, là. Bien, on dit que chaque petit geste peut changer le monde, c'est vrai. On peut tous faire chaque jour, quotidiennement, une petite action pour réduire un déchet, utiliser moins de pétrole, mais il ne faut jamais oublier qu'en fait, c'est bien beau tout ça, mais le grand pouvoir, c'est vraiment au niveau des instances politiques, des entreprises, c'est eux qui polluent le plus, c'est eux qui sont responsables de la plus grande part des émissions de gaz à effet de serre, de la plus grande part de la pollution tout court. Et il ne faut jamais oublier que, en fait, peut-être que le truc le plus important qu'on peut faire, c'est de revendiquer, encore une fois, déracinons le système, changeons le système carrément, parce que oui, chaque individu, on a un petit pouvoir, mais c'est vraiment la société, c'est vraiment les grandes instances de pouvoir qui ont tout le pouvoir, malheureusement, et qui ont le plus grand impact sur la société. Encore une fois, on parle de riches, on parle de dirigeants, on parle de gens qui s'en foutent de la crise climatique parce qu'eux autres, ça les affectera pas. Eux autres, ils ont les moyens de s'en sauver. Mais c'est les gens les plus vulnérables qui vont être touchés en premier. Vous le disiez, hein, au niveau des pays. Évidemment, malheureusement, c'est les pays pauvres qui sont touchés les premiers par les catastrophes. L'Afrique... les inondations dans les plus petites îles, là, par exemple, entre autres. Là. Ah oui, donc revendiquons un nouveau système, déracinons le système actuel, créons une société juste, verte, jolie, magnifique. Ouais. Ce thème était vraiment bien choisi, tu sais, malgré que quand je l'ai vu, j'étais là, c'est radical, là, on déracinons le système. Mais on est rendu là, qu'est-ce que tu veux, ça marche pas. Peux-tu me parler juste un peu
on est presque à la fin de l'émission du symbole du rond vert. Peut-être que les gens ont vu des gens porter le rond vert. Oui, ça veut dire quoi? On en a distribué justement cette semaine pour parler de la manifestation, mais je ne connais pas la signification exacte, mais c'est un symbole qui représente justement ce mouvement-là pour la justice climatique. Ça montre un peu qu'on est un militant ou une militante. Oui, exactement. Puis même si on n'est pas un activiste chevronné, c'est de montrer son appui à une cause c'est même plus une cause, c'est un peu aussi notre survie. Notre survie effet. En tant qu'humain. Donc, c'est de montrer notre appui. Puis, c'est ça. Et face, je pense, peut-être en lien avec, tu sais, toute la mobilisation étudiante de 2012 avec le carré rouge, c'est-à-dire comment on peut aussi avoir un symbole pour la crise climatique. Alors, de retour pour terminer cette magnifique émission de J'aime le communautaire où on a vraiment parlé abondamment de la crise climatique et de la belle mobilisation qui s'organise demain à Sherbrooke, à Granby et un peu partout au Québec. Hein, on n'est pas unique, on n'est pas tout seul, l'Estrie, là-dedans. Alors, Mathilde de la SEV de l'Université de Sherbrooke, ça serait quoi ton petit mot de la fin? T'as-tu des remerciements? Oui, je trouve qu'on a eu cette année encore une belle présence de la part du communautaire, de la part des étudiants, de la part même des citoyens qui ont voulu donner un petit coup, une petite aide qu'on a énormément apprécié. Fait que autant on a eu aussi des écoles secondaires, on a le cégep qui a eu un appui énorme pour l'organisation de la manifestation. Fait que je veux vraiment les remercier parce que ça a été d'une grande aide. C'est un beau travail d'équipe. On aime ça, c'est ça qu'il faut. Ça démontre justement que quand on travaille tous en équipe, toutes les parties prenantes de la société, c'est fou à quel point qu'on peut faire des belles choses. Puis j'invite tout le monde aussi là, à venir demain aussi, avant la manifestation de 13h, toujours au Parc Jacques-Cartier, il y a aussi la création de pancartes. On a de la peinture qui est fournie, on a des cartons, fait que vous avez juste à venir. Tout ça, c'est gratuit. Tous ensemble, c'est gratuit, on jase, on met de la musique. Puis c'est ça, on invite tout le monde à venir à la manifestation, à faire du bruit tous ensemble, peu importe la température. Ouais. Nous, on veut... Le temps sera doux. Hein? Oui, c'est une belle température quand vraiment, même. c'est merveilleux. Et malgré tout, même si l'hiver arrive et qu'on sait que c'est toujours un peu plus difficile de se mobiliser, mais ça va être important de le faire, de bien s'habiller parce qu'on risque de réorganiser, il risque de revoir des actions au courant de l'année, n'est-ce pas? Et pour Marie-Lou de la Trovep qui était parmi nous, merci beaucoup. Je vais te remercier en nom de ta belle énergie. Mes deux invités, vous étiez vraiment superbes. C'était vraiment agréable de discuter avec vous. C'est quoi le petit mot de la fin que tu aurais pour nous, Marie-Lou? Demain, préparez-vous à un chaud de boucan parce que peut-être qu'il va pleuvoir, mais nous, on va être en feu. Yes! Ouais, c'est un très beau mot de la fin, en effet, et on invite tous les organismes communautaires, autonomes, les gens qui sont à l'écoute à cette belle marche, les étudiants et étudiantes, là, vous en aviez entendu parler. On le sait. Peut-être que vous hésitiez encore, mais c'est important de se déplacer en grand nombre demain. Et moi, je vais faire ma petite publicité pour l'émission parce que l'émission J'aime le communautaire, c'est à tous les jeudis de midi à 13h. Disponible aussi en balado. Là, il y a seulement la première émission qui est disponible sur le site web du ROC de l'Estrie, donc le regroupement des organismes communautaires de l'Estrie. La deuxième émission s'en vient, mais on va faire ce fil balado-là. Vous allez pouvoir rattraper nos émissions. Et la semaine prochaine, ce sera un thème, on parlera de santé mentale. On a parlé de l'éco-anxiété, justement, durant l'émission et de comment ça pouvait affecter quand même notre humeur, comment on se sent en tant que personne, de s'informer sur la crise climatique et de l'impact que ça va avoir sur notre monde. La santé mentale, c'est ça et beaucoup plus. Et il y a des beaux organismes en Estrie qui œuvrent à tous les jours dans ce domaine-là. Et je vais avoir le plaisir de recevoir des invités de l'organisme ProDef Estrie et aussi une entrevue avec des gens de Entrée chez soi Brome-Missisquoi, qui est un organisme d'une ressource alternative, en fait, en santé mentale
occidentale située dans Brome-Missisquoi. Alors, je vous laisse en bonne compagnie sur les ondes de CFLX. Merci encore beaucoup, Marie-Lou. Et Mathilde, de vous être déplacée à la dernière minute. On s'entend que cette émission-là a été préparée en moins de 24 heures. Mais on y est arrivé et c'est la magie de la radio. Je crois que ça a été une émission très enrichissante. Alors, je vous souhaite une belle après-midi, tout le monde.